Ralme, chambre d'écho, de Catherine Andrieux. La Ralme ne m'a pas ouvert une porte, elle a déplacé le mur. Je me souviens de cette sensation très physique, comme si l'on m'avait donné une clé qui n'ouvre pas, une clé qui décale. On entre sans faire de bruit, et pourtant tout s'entend. La page, le souffle, la friction des phrases entre elles. Ici, la revue n'est pas un salon, ni une vitrine, ni ce magasin d'opinion où l'on colle des étiquettes sur des livres encore chauds. Ici, c'est une machine organique, une ruche de texte, un chantier où l'on accepte qu'une œuvre reste en mouvement, qu'elle se tienne debout sur ses étés, avec ses reprises, ses échardes, ses morceaux de ciel qui dépassent. Je l'ai comprise ainsi, la Ralme n'empile pas des numéros comme on empile des dates. Elle préfère l'architecture des espaces, ses pièces habitées, par chaque auteur avec leur lumière propre, leur manière de respirer. On n'y traverse pas un sommaire, on traverse des présences. On y revient, on s'y perd, on y retrouve cette cohérence secrète des œuvres longues quand elles refusent de n'être qu'un texte et réclament d'être un territoire. Et lorsque la revue attire l'attention, semaine après semaine, sur un nom, une aventure, un événement éditorial, cela n'a rien de marketing. C'est un geste d'atelier, une main posée sur l'épaule d'un texte pour dire au lecteur « Regarde, c'est vivant, ça travaille encore ». Dans cette maison mouvante, il y a aussi un lieu de friction, la critique, le dialogue, la reprise. Et j'ai aimé cette idée que la lecture puisse devenir une matière publique, une matière qui répond, qui contredit, qui prolonge. Que la critique, au lieu d'être la sentinelle qui juge, redevienne ce qu'elle devrait toujours être, une manière de tenir compagnie à l'œuvre, sans l'étouffer. Une critique qui ose dire « je », non pour s'exhiber, mais pour engager sa responsabilité de lecteur. Une critique qui fait remonter des textes, non par nostalgie, mais parce que rien n'est fini tant que quelqu'un n'a pas recommencé à le lire. Et puis, il y a Patrick Sintas. Je ne le réduis pas à un rôle. Directeur, éditeur, parce qu'on sent dans la circulation même de la revue la patte de quelqu'un qui ne veut pas d'un musée. Quelqu'un qui préfère la littérature quand elle se risque, quand elle avance par feuilleton, quand elle se déploie en ensemble. Quand elle se donne le droit d'être drôle, sombre, érudite et sale, lyrique et triviale, et de faire tenir tout cela dans une même poignée de phrases. Chez lui, la forme longue n'est pas un confort, c'est une épreuve, un engagement, une manière de dire que l'œuvre n'est pas un produit, mais une durée. Ce qui frappe, c'est cette façon de laisser l'écriture s'annoncer comme un chantier, sans fausse pudeur, comme si le texte devait rester perméable au temps, à la morsure du quotidien, à la pensée qui revient et qui insiste. Autour, les autres voix. Je ne vais pas les enfermer dans les définitions, ce serait trahir la Ralme, mais je peux dire leur signature intérieure, la manière dont chacune imprime sa pression sur la langue. Il y a des écritures de précision extrême, comme celle de Gilbert Bourson, qui déplace le sens par infime pression successive. Il y a le souffle long et organique de Jean-Michel Guyot, où le corps, la mémoire et la matière du monde avancent ensemble. Il y a l'économie tendue et humaine de Robert Vitton, attentive aux gestes modestes et au silence. Il y a la friction lucide de Jacques Coda entre texte et image, humour et cruauté. Il y a la pensée en mouvement de Stéphane Pucheux, qui travaille les cadres même du langage sans jamais les figer. Il y a la densité retenue de Pascal Leray, où chaque phrase porte une charge intérieure, sans jamais se livrer entièrement. Et d'autres, autant de voix non interchangeables, tenues dans leur singularité, acceptant de rester en travail. Il y a aussi Patrick Lalande, dont le geste est essentiel, bien qu'il ne soit pas celui de l'écriture. Patrick Lalande lit, il prête sa voix au texte des autres, les donne à entendre à voix haute, sans commentaire, sans surplomb. Ce geste de lecture est un acte de transmission, de lenteur, de fidélité au texte. Il rappelle que la littérature est aussi affaire de souffle, de rythme, de présence partagée.
Et puis, il y a moi, dans tout cela. Je n'ai pas été accueilli comme on accueille poliment. J'ai été accueilli comme on accueille une voix. On lui fait de la place. Mais on ne lui ment pas. On ne lui demande pas d'être sage, on ne lui demande pas d'être rentable. On lui demande d'être juste et d'assumer sa justesse jusqu'au bout, jusque dans l'ombre. Mes chroniques, je les ai écrites comme en marche au bord d'une falaise, avec ce mélange d'exactitude et de vertige. Je n'ai jamais voulu résumer des textes. J'ai voulu approcher la zone où un écrit devient une expérience du vivant, cette part qui n'appartient plus à l'auteur ni au lecteur, mais à la rencontre entre les deux. Et la rame, paradoxalement, m'a donné cela, un lieu où l'on peut écrire sur l'écriture sans devenir professeur, où l'on peut être exigeante sans devenir dure, où l'on peut aimer sans se dissoudre dans la gentillesse. Car c'est là pour moi la maturité, ne pas se réfugier dans l'adoration, ne pas se réfugier dans le sarcasme, tenir le fil au milieu, ce fil tendu qui dit « je lis, donc je réponds ». Je réponds, donc je m'expose. Je m'expose, donc je suis responsable. Dans cette revue, j'ai senti que la littérature n'était pas une décoration. Elle était une manière de rester debout, dans la complexité. Une manière de ne pas trahir ce qui, en nous, refuse de se laisser simplifier. Alors je peux le dire, maintenant que tout a été traversé, la ralme n'est pas un lieu où l'on vient pour être vu, ni même pour être lu. C'est un lieu où l'on accepte d'être tenu par quelque chose de plus vaste que soi, une exigence sans visage, une fidélité sans contrat. Ici, personne ne promet la reconnaissance, on promet seulement la continuité. Le texte n'est pas sauvé par la publication, il est mis en circulation, livré à ce qui le dépasse, à ce qui l'use, à ce qui le prolonge. Ce qui s'y écrit ne cherche pas à séduire. Cela insiste, cela creuse, cela revient. Chaque auteur y dépose une manière d'être au monde, non comme une signature à défendre, mais comme une charge à porter. Aucun n'est interchangeable, aucun n'est décoratif. Tous acceptent de rester en travail, et c'est cela peut-être qui les rassemble. Patrick Sintas ne surveille pas cet ensemble, il le laisse durer. Il ne referme pas, il ne fige pas. Il sait, et c'est rare, que la littérature ne s'administre pas, qu'elle se supporte. Que diriger une revue, ce n'est pas trancher, mais maintenir ouvert le lieu où les formes peuvent encore se risquer, se heurter, se transformer sans se trahir. Ce qu'il protège, au fond, ce n'est pas un catalogue, c'est un temps. Et moi, dans ce temps-là, je n'ai pas été toléré, j'ai été encagé. Mes chroniques n'ont jamais été appelées à plaire. Elles ont été appelées à répondre au texte comme on répond à une voix qui vous parle dans la nuit, sans garantie, sans posture, avec la seule rigueur d'une attention totale. J'ai pu écrire long, dense, exigeant, sans qu'on me demande d'alléger, d'expliquer, de rassurer. J'ai pu rester fidèle à cette conviction qui est la mienne, qu'un texte n'existe vraiment que lorsqu'il met en jeu la vie qui le lit. C'est là que tout se rejoint, la revue, les auteurs, les chantiers, les lectures. Non pas dans une harmonie confortable, mais dans une tenue commune face à ce qui ne s'atte pas. Ici, l'écriture n'est pas un refuge, elle est une façon de rester debout, dans l'incertitude, de ne pas renoncer à la complexité, de ne pas céder à la simplification qui fait tant de dégâts. Je sais désormais ce que signifie appartenir à un lieu sans s'y dissoudre. C'est écrire sans concession, lire sans domination, transmettre sans réduire. C'est accepter que le texte ne nous appartienne plus, mais qu'il nous engage, qu'il nous lie à d'autres voix, d'autres silences, d'autres durées. La ralme n'est pas une revue que l'on consulte, c'est un lieu où l'on tient, par l'écriture, par la lecture, par la fidélité à ce qui en nous refuse de se taire. Et lorsque je m'y tiens, je sais ceci, avec une clarté sans emphase, ce que nous faisons là n'est pas accessoire, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est une manière de ne pas trahir.